Bonjour et bienvenue à tous sur ce podcast. Aujourd'hui, on va parler de la substance la plus consommée sur la planète Terre, l'alcool. L'alcool est utilisé à des fins récréatives et a été utilisé par certaines cultures à des fins médicinales. Aujourd'hui, on va parler des effets sur la biologie, notamment sur les cellules, les organes et le système biologique dans le cerveau et le corps. On va voir ce qu'est l'état d'ébriété, comment l'alcool agit sur nos réflexions, notre comportement, et on va répondre à l'une des questions les plus populaires. Est-ce que la faible consommation d'alcool est bonne pour la santé ou est-ce que vaut mieux tendre vers l'abstinence, la consommation zéro? Je m'appelle Charles, je suis coach sportif, je ne suis pas scientifique. C'est pour cela que j'ai mes notes juste à côté de moi. Je vais beaucoup les consulter durant le podcast. J'ai pas envie de vous dire d'âneries. Cela risque d'être très surprenant pour la plupart d'entre vous puisque ça l'a été pour moi lorsque j'ai étudié les travaux du Dr Huberman, qui est professeur en neurobiologie à l'université de médecine de Stanford, qui fait aussi des podcasts uniquement en anglais sur YouTube. Je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube dans les détails de la vidéo si ça vous intéresse. Mais le but de cette vidéo, c'est de comprendre ce que l'alcool fait à notre cerveau et notre corps afin de prendre des décisions rationnelles pour notre consommation. Vous n'êtes pas sans savoir que consommer une quantité excessive d'alcool est très mauvais pour votre santé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la forte consommation d'alcool, c'est-à-dire 2, 3 à 4 verres tous les soirs de la semaine, soit 12 à 24 verres ou plus par semaine, est très mauvais pour votre cerveau. Cela cause une dégénérescence. En particulier dans ce qu'on appelle le néocortex. Ce sont les cellules externes du cerveau en partie responsables de notre mémoire, notre habilité à penser et planifier. Une étude récente montre enfin la question: est-ce qu'une consommation d'alcool faible à modérée peut ou non provoquer une dégénérescence du cerveau? Le titre de cette étude est Association between Alcohol Consumption, Grey and White Matter Volumes par UK Biobank, donc Biobank d'Angleterre. Je vous mettrai bien sûr les détails de l'étude en détail de la vidéo dans la description. Grey and White Matter Volumes, c'est-à-dire la matière grise et la matière blanche, les parties qui constituent notre cerveau. La matière grise, c'est la partie du système nerveux composée de corps cellulaires, de cellules gliales. La matière blanche compose des axones de neurones, elle est appelée comme ça parce que la myéline est de couleur blanche. La myéline, c'est ce qui permet l'intercommunication des cellules de manière très rapide. Cette étude a été réalisée sur plus de 35 000 participants, âgés de adultes à plus âgés, qui consomment différentes quantités d'alcool. Ce qu'ils ont trouvé, c'est que même pour les gens qui boivent une quantité d'alcool faible à modérée, donc 1 à 2 verres par jour, il y a une perte de neurones dans le néocortex et dans les autres régions du cerveau. Je ne dis pas ça pour vous alarmer, mais simplement pour répondre à la question: est-ce que l'ingestion d'alcool chronique, et nous allons définir ce qu'est chronique, peut perturber le cerveau même si la prise chronique est faible? L'étude montre majoritairement des gens qui boivent 1 à 2 verres par jour, donc cela peut être aussi 14 verres durant le week-end, ça peut être 7 verres seulement le vendredi soir. Donc c'est une étude importante parce que si vous consommez 7 verres de vin dans la semaine, vous êtes concerné. Et je pense d'ailleurs que cela concerne la plupart des êtres humains puisque tout pays confondu, il y a environ 80% de personnes qui consomment de l'alcool de manière chronique. Nous allons maintenant parler du contexte historique et l'utilisation de l'alcool. L'alcool existe depuis des milliers d'années puisque nous avons retrouvé des objets archéologiques datant d'il y a plus de 5000 ans, donc en Mésopotamie, des verres de vin, de la vaisselle dédiée aux usages de l'alcool. Et certaines cultures l'employaient à des fins médicinales car ils pensaient que les calories induites dans l'alcool étaient bonnes pour la santé. Parce que l'alcool tue les bactéries, c'est vrai, mais il tue aussi les bonnes bactéries. Beaucoup d'humains consomment l'alcool pour ses effets, même si généralement ça mène au sentiment d'être moins heureux, moins motivé et plus stressé quand il s'estompe. C'est incroyable que tant de personnes dans le monde sont si motivées à boire de l'alcool et même à dépenser beaucoup d'argent pour une substance qui nous rend euphoriques et ensuite malheureux. Alors certains vont me dire: je bois très rarement, le lendemain matin je suis d'attaque, je suis prêt à accomplir toutes les tâches. Je vous crois. Encore une fois, je ne fais pas cette vidéo pour diaboliser l'alcool. Quels sont les effets que l'alcool a sur notre cerveau et notre corps, même si c'est seulement 1 à 2 verres par semaine? Lorsqu'on boit de l'alcool, cette substance peut passer dans toutes les cellules et tissus de notre corps. C'est une matière liposoluble. Contrairement à la plupart des substances ou drogues où cela vient s'attacher aux récepteurs puis ensuite évolue, l'alcool peut passer à travers toutes les cellules. Il y a 3 types d'alcool: isopropyl, méthyl
éthyle. Seulement ce dernier est consommable par l'homme sous la forme qu'on appelle éthanol. L'éthanol produit des dégâts aux cellules, car quand on ingère de l'alcool, il doit être transformé en quelque chose d'autre, parce que c'est toxique pour notre corps. Il y a une molécule à l'intérieur de notre corps, appelée NAD. Donc la NAD et d'autres procédés biochimiques vont transformer l'alcool en acétaldéhyde. Acétaldéhyde, c'est du poison qui tue nos cellules. Donc, c'est encore plus toxique. Et cet acétaldéhyde, la NAD la transforme en acétate. Donc éthanol, acétaldéhyde, acétate. Et ce procédé se fait grâce à la NAD. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'on ingère du poison, qui devient du poison encore plus nocif, et un certain pourcentage de ce poison est converti en calories que l'on peut utiliser pour générer de l'énergie, de l'ATP. On dit que l'alcool a des calories vides parce qu'il n'y a aucune valeur nutritive de ces calories. Ça n'amène ni de vitamines, ni d'acides aminés, ni d'acides gras. Les gens disent parfois que le sucre comporte des calories vides, mais en réalité les calories dans le sucre sont bien plus intéressantes que les calories dans l'alcool, dans l'acétate. Donc on boit, cela va dans l'intestin, dans l'estomac, directement le processus éthanol, acétaldéhyde, acétate apparaît et une partie va directement dans le cerveau en traversant la barrière hémato-encéphalique et c'est à ce moment-là du process qu'on devient joyeux. C'est à ce moment-là qu'on perd notre comportement filtré. Tu arrives en soirée, il commence à distribuer de l'alcool. Ce que tu peux observer après plusieurs minutes, c'est que les personnes qui sont présentes commencent à parler fort parce que les gens ne prêtent plus attention au volume de leur voix. Tu connais ça, pas vrai? Donc quand le cortex préfrontal est affecté, on ne contrôle plus le volume de la voix, on commence à gesticuler, à bouger de plus en plus, à dire des choses qu'on a envie de dire, mais sans filtre. Cela est dû à la suppression du neurotransmetteur GABA, qui consiste en une régulation dite inhibitrice de l'activité cérébrale. L'alcool a un effet vraiment puissant sur le fonctionnement neuronal concernant la mémoire et le stockage d'informations. C'est pourquoi on peut oublier le lendemain lorsqu'on a fait une grosse soirée. Ce qui est très important à souligner, c'est que les comportements sont changés sur le court terme, mais aussi sur le long terme. Plus une personne boit, plus il y a de changements dans les circuits neuronaux. Une personne qui boit tous les samedis soirs aura des impacts, il y aura un impact sur ses circuits neuronaux. Et il y aura un impact également dans les comportements, même quand la personne ne boit pas. C'est quelque chose dont on ne parle très rarement lorsqu'on parle des effets de l'alcool. On sait que c'est mauvais, qu'il y a une perte du contrôle moteur, une perte sensorielle, une mauvaise diction, mais on parle très rarement de l'impact sur les circuits neuronaux et les impacts sur le long terme. Cela est dû à une réduction des synapses, réduction des contacts avec les circuits neuronaux qui contrôlent le comportement. Tout cela est réversible, être sobre entre 2 et 6 mois permet aux circuits neuronaux de revenir à la normale, excepté pour les personnes qui boivent depuis des années de manière excessive. On entend souvent que lorsqu'on a bu et qu'on ne se sent pas bien, une des solutions serait de manger. En réalité, la prise de macronutriments avant de consommer de l'alcool, donc lipides, glucides, protéines, va ralentir l'absorption d'alcool, il circulera moins rapidement dans le système sanguin. Si vous mangez quelque chose une fois que vous êtes ivre, cela n'enlèvera pas l'ivresse, mais réduira l'effet de l'alcool que vous consommez peut-être après avoir mangé. Effectivement, on parlait de se sentir mal le lendemain ou le surlendemain des grosses soirées, et récemment, il y a une étude qui prouve que les niveaux de sérotonine n'est pas lié à la dépression. Certaines personnes consomment des ISRS, en d'autres termes des antidépresseurs, ce qui augmente leur niveau de sérotonine. Effectivement, il y a un soulagement dans leur dépression, mais ce n'est pas lié directement à l'augmentation de sérotonine, mais probablement dû au changement des circuits neuronaux facilités par la sérotonine. Donc la sérotonine change les circuits neuronaux. Il est clair qu'il y a beaucoup de circuits dans le cerveau qui impactent le fait de se sentir bien et qui déterminent la manière dont on se voit, l'estime personnelle, qui utilisent les neuromodulateurs sérotonine. Lorsqu'on ingère de l'alcool, ces circuits deviennent hyperactifs, on parle beaucoup, on bouge beaucoup, et après il y a une forte baisse de l'activité lorsque l'alcool s'estompe, et c'est à ce moment-là qu'on ne se sent pas bien. Pour différentes raisons, certaines personnes ont des prédispositions ou ont développé une accoutumance. Après le 3e, le 4e, le 5e verre, vous commencez à bâiller, vous vous sentez fatigué, vous regardez autour de vous et vous remarquez que certaines personnes sont plus alertes, plus éveillées, continuent de boire et de faire la fête. Je ne parle pas pour tout le monde, mais il y a de fortes chances pour que ces personnes-là soient les futurs alcooliques de la pièce.
Une autre chose super intéressante, c'est que l'alcool change la relation entre l'hypothalamus, l'hypophyse, appelée aussi la glande pituitaire, et les glandes surrénales. Ça peut paraître un peu compliqué comme terme, ça va aller. L'hypothalamus, c'est un groupe de neurones de la taille d'une boule de chewing-gum qui est situé dans le cerveau, qui est responsable des aspects de notre comportement, de notre mentalité, des choses comme les pulsions sexuelles, la colère, la température corporelle, des fonctions primitives. L'alcool, comme il peut s'infiltrer dans tout le cerveau, a des effets sur l'hypothalamus qui normalement envoie des signaux spécifiques sur la glande pituitaire. Cette glande libère des hormones qui circulent par le flux sanguin qui vont parler aux glandes surrénales qui sont situées au-dessus des reins, dans le bas du dos, qui, elles, les glandes surrénales, libèrent de l'adrénaline et aussi une molécule appelée cortisol. Cette molécule évolue en tant que réponse sur le stress à long terme. Elle a aussi des effets bénéfiques sur la santé, sur le système immunitaire. L'axe hypothalamus-hypophyse-glande surrénale maintient un équilibre physiologique sur ce qu'on perçoit comme stressant ou non stressant. Les gens qui boivent régulièrement 1 ou 2 verres par soir ou simplement quelques verres le vendredi ou le samedi, pour ces personnes, par le processus hypothalamus-hypophyse-glande surrénale, va se résumer par plus de cortisol, appelé aussi l'hormone du stress, qui va être libérée en plus grande quantité, même lorsqu'ils ne boivent pas. C'est très important. Encore une fois, ça peut être un verre en mangeant le soir et 3 verres le vendredi. Ça peut être 5 verres seulement le samedi. Tous ces patterns de consommateurs chroniques vont voir leur sécrétion de cortisol augmenter, même lorsqu'ils ne boivent pas. Ce qui résulte en général à ces 3 facteurs. Augmentation du stress sur le long terme, diminution du bien-être sur le long terme et changement dans les circuits neuronaux qui vont faire qu'on va vouloir boire encore plus pour revenir au niveau de base en termes de régulation d'hormones du stress et de bien-être. Encore une fois, je ne veux pas diaboliser l'alcool, mais cela implique des changements dans la neuroplastie sur le long terme. J'aimerais vous dire que c'est bon pour la santé, mais ce n'est pas le cas. On a un plus haut niveau de stress et une diminution du bien-être en général. Rapidement, pour parler des prédispositions génétiques, puisqu'il y en a, si vous connaissez quelqu'un ou si vous-même vous buvez toute la nuit, vous avez besoin de boire pour sentir votre énergie se décupler, vous avez besoin de cet alcool pour vous sentir vivant et faire la fête, vous êtes certainement concerné par cette prédisposition génétique. L'autre prédisposition face à l'alcool, c'est bien évidemment l'âge. Plus vous commencez tôt, plus vous êtes exposé au développement de cette accoutumance. Si vous avez consommé votre premier verre à 13, 14, 15 ans, forcément vous aurez plus de chances d'être dépendant que quelqu'un qui consomme son premier verre à seulement 20 ans, autour de la vingtaine. Avant de voir s'il y a des effets bénéfiques concernant l'alcool, on va d'abord aborder l'une des pires conséquences que l'alcool a sur notre santé. Et d'ailleurs, je me sens un peu coupable de parler de ça, effectivement, puisque je sais que les gens aiment beaucoup boire de l'alcool, moi y compris. Mais je pense que c'est important d'être renseigné et d'avoir les informations concernant vraiment ces effets-là qui sont, pour ma part, je ne connaissais pas du tout ces effets-là avant d'étudier le sujet. On a l'intestin, un foie, un cerveau, si on est normalement constitué. Donc l'intestin, lui, il part de la gorge et il va jusqu'à la fin de l'intestin, de l'estomac. Et le cerveau communique par des cellules nerveuses, des neurones et des connexions nerveuses, en particulier le nerf vague, et par des signaux chimiques. Le foie, lui, communique aussi avec le cerveau par des signaux chimiques et des signaux neuronaux. Les gens qui consomment peu importe la quantité d'alcool provoquent une perturbation de ce que l'on appelle le microbiome intestinal. Des milliers de milliards de petites microbactéries résident dans notre intestin et aident notre système immunitaire, par des signaux électriques, à augmenter la sécrétion des hormones comme la sérotonine, la dopamine, et donc de réguler notre humeur de façon positive. L'alcool perturbe ces bactéries, ce n'est pas une surprise quand on veut tuer des bactéries, vous savez, on met de l'alcool sur une surface en physique. Le processus qu'on a vu avant, acétaldéhyde en acétate, entraîne une pro-inflammation, ça entraîne la sécrétion de cytokines inflammatoires, et on a une perturbation des microbiotes. Donc, pour faire simple, les mauvaises bactéries s'échappent de l'intestin et vont directement dans le bloodstream, dans la circulation sanguine avant que l'alcool les tue. Les bonnes bactéries, elles, sont tuées par l'alcool. Le foie, lui, sécrète des cytokines inflammatoires qui vont converger avec les mauvaises bactéries pour une partie. Et pour l'autre partie, via la circulation sanguine, vont directement dans le cerveau et vont causer un changement dans les circuits neuronaux qui font qu'on va vouloir encore plus d'alcool.
Pour les gens qui veulent en savoir plus, l'étude sera en description. Si vous voulez des détails, encore une fois, ce sera en anglais, mais si ça vous intéresse, vous pouvez prendre le document, l'étude, traduire ou même voir comment est réalisée cette étude. On va maintenant parler du phénomène connu qui s'appelle la gueule de bois. On va appeler ça la tête de bois pour éviter d'être grossier. Vous savez, le lendemain d'une grosse soirée, quand on a dépassé nos limites et qu'on a beaucoup trop bu, on a la tête de bois, se traduisant par des mal de tête, des mal d'estomac, jusqu'à la nausée. En fait, la tête de bois va se résumer à une augmentation de cortisol. Et c'est pour ça que le lendemain, on se sent de mauvaise humeur. Il y a aussi deux autres raisons majeures, et puis plusieurs d'autres raisons. Les deux autres raisons majeures pour lesquelles on ne se sent pas bien, c'est parce que premièrement, on a un sommeil de très mauvaise qualité. La plupart du temps, on ne se rend même pas compte qu'on se réveille plusieurs fois pendant la nuit après avoir ingéré de l'alcool. Les scientifiques appellent ça le pseudo-sommeil. Deuxièmement, la perturbation du microbiome intestinal. Maintenant, vous comprenez le processus. L'alcool va détruire les bonnes bactéries et c'est une des raisons pour lesquelles on ne se sentira pas bien. L'alcool agit comme un vasodilatateur, c'est-à-dire qu'il dilate les vaisseaux sanguins et il impacte aussi le système nerveux parasympathique. Donc, c'est un terme de geek pour décrire ce qui nous rend relaxés. Une partie du système nerveux qui contrôle la manière dont on se sent et quand on est relaxé, c'est en partie grâce à cette partie du système nerveux. Donc l'alcool dilate nos vaisseaux sanguins et le mal de tête est dû à la vasoconstriction. Donc quand l'alcool s'estompe, en fait si à l'inverse, les vaisseaux sanguins viennent se concentrer et le consommateur a un brutal mal de tête. C'est pour ça que certaines personnes prennent de l'aspirine, Advil, des choses comme ça, des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et c'est prouvé qu'ils ne sont pas bons pour nous pour différentes raisons et je trouve ça très important. La manière dont ils impactent le foie, le système immunitaire et sans surprise, le microbiome intestinal. L'un des conseils qu'on entend souvent, et c'est l'un des pires, je rigole parce que j'ai un ami qui me dit je vais soigner la magie par la magie. L'un des pires conseils, ce serait le lendemain d'une cuite, bien évidemment, reprendre de l'alcool. Ça va, effectivement, on va se sentir bien pendant un temps, ça va redilater les vaisseaux sanguins. Mais le surlendemain, donc du coup le deuxième jour après avoir reconsommé de l'alcool, la vasoconstriction sera de manière encore plus intense. Et les douleurs les symptômes seront encore plus présents. Donc surtout, évitez de reconsommer de l'alcool le lendemain d'une grosse cuite et d'enchaîner comme ça sur plusieurs jours. C'est très certainement, comme vous vous en doutez, pas bon du tout pour votre santé. Une des meilleures choses à faire serait de prendre une douche froide ou glacée, ce qui augmenterait l'adrénaline et la dopamine. Attention à ne pas faire lorsque vous êtes ivre, c'est comme ça que des gens meurent en sautant dans des lacs, dans de l'eau gelée, parce que la partie du cerveau qui contrôle la thermorégulation du corps est perturbée. La température de votre corps est déjà plus basse que la normale lorsque vous avez consommé de l'alcool. Donc effectivement, ça, on ne s'en rend pas compte, puisqu'en général, on a tendance à sortir dehors en t-shirt, on ne sent pas le froid, parce que sur le court terme, la chaleur corporelle augmente, puis en fait, sur le long terme, après avoir consommé de l'alcool, la température est plus basse, la température corporelle est plus basse que la normale. Donc vous mettre dans l'eau gelée vous rapprocherez de l'hypothermie. Faites attention s'il vous plaît, ne sautez pas dans l'eau glacée lorsque vous êtes ivre, c'est super important. Mais l'exposition à l'eau froide, à l'eau gelée, une fois que l'alcool est estompé, donc c'est-à-dire le lendemain, une fois qu'on a la tête de bois, encore une fois faites attention s'il vous plaît, serait bon pour nous par la sécrétion d'adrénaline sur le court terme et de dopamine. C'est prouvé que la douche froide et l'exposition à l'eau gelée augmentent le dopamine sur le long terme. C'est encore un autre sujet d'étude. L'alcool est un diurétique, donc on se déshydrate. On perd de l'eau, mais aussi du sodium. Le sodium, c'est un électrolyte. Donc sodium, magnésium, potassium sont des électrolytes. Et une très bonne chose à faire, donc deuxième très bonne chose à faire, on a vu l'exposition à l'eau froide, la deuxième très bonne chose à faire, c'est d'avoir un apport en électrolytes le lendemain afin de stopper, de minimiser la dérégulation, donc la perte de sodium. Donc moi en ce moment je me trouve à Taipei, à Taïwan, et ici il y a des stores, on peut acheter directement de l'eau comme ça, de l'eau riche en électrolytes. Donc c'est très très pratique, moi j'en consomme beaucoup, notamment pour le sport, pas pour l'alcool, parce que lorsqu'on fait du sport on se déshydrate et on perd des minéraux également. Donc très pratique en France, je ne sais pas quelle est la référence de la boisson, mais vous pourrez certainement trouver ça en rayon ou sur internet. C'est
comme de l'eau énergisante et en apport qui va fournir un apport en électrolytes. C'est très intéressant pour les sportifs et aussi visiblement les lendemains de grosses soirées. Donc en résumé, la tête de bois est causée par un mauvais sommeil, la perturbation du microbiome intestinal et la dérégulation des électrolytes par la baisse d'adrénaline et la baisse de dopamine. C'est pour ça que s'exposer à l'eau froide semble être une excellente solution et l'apport d'électrolytes semble être bénéfique également. On arrive sur la prochaine question. L'alcool est-il bon pour la santé? Est-ce que l'alcool a quelque chose de bénéfique pour nous? Par exemple, un verre de vin pour le resveratrol. Moi, j'ai beaucoup entendu ça durant mon enfance parce que ma famille aime consommer du vin, sans rentrer dans les détails. Donc, entre autres parce qu'il y aurait un oxydant naturel qui serait très intéressant pour la santé. Effectivement, le resveratrol est bon pour la santé, mais la quantité de vin que l'on doit boire par rapport à la quantité de resveratrol absorbé n'est pas un bon ratio pour la santé. Les effets négatifs prennent le dessus. J'aimerais vous dire le contraire, mais même un verre de vin n'est pas bon pour la santé. C'est confirmé par le docteur David Sinclair et par d'autres chercheurs. Même si l'on consomme 1 à 4 verres de vin par semaine, dire que c'est bon pour la santé est scientifiquement pas un bon argument. L'alcool modifie la méthylation de l'ADN et l'expression des gènes, l'expression génétique. Et c'est associé avec l'augmentation du risque de cancer, en particulier le cancer du sein chez les femmes. Les épidémiologistes et les spécialistes de la santé aiment comparer les substances entre elles, c'est quelque chose qu'ils font beaucoup. Et dans une étude, ils disent que 10 grammes à 15 grammes d'alcool sur une journée, donc par exemple un peu plus d'une bière en France ou aux États-Unis, parce que les pays ont un ratio différent. Par exemple, au Japon, c'est à peu près 7 grammes pour un verre d'alcool, une bière. Aux États-Unis, c'est un peu plus de 10 grammes. En Russie, il me semble que c'est entre 20 et 30 grammes d'alcool un verre. Donc nous, c'est le tiers de la Russie. Mais enfin bon, l'étude correspond à nous ce que l'on consomme par exemple dans l'équivalent d'une bière ou d'un verre de vin. Ils disent que 10 grammes à 15 grammes d'alcool sur une journée, donc par exemple un peu plus d'une bière comme je le disais en France, serait pareil que fumer 10 cigarettes en une journée. Franchement, c'est compliqué de faire le lien direct parce que c'est des substances très différentes, mais l'impact sur la santé serait similaire. J'aimerais inclure dans cette catégorie qu'une femme enceinte doit absolument éviter de boire de l'alcool, car l'alcool passe dans tous les endroits du corps, on l'a vu précédemment, c'est un liposoluble. Dans le développement du fœtus et de l'embryon, l'alcool peut faire muter l'ADN et c'est une des pires choses à laquelle l'embryon peut être exposé. Donc s'il vous plaît, mesdames, si vous attendez un enfant ou si vous avez pour projet de faire un enfant, d'ailleurs ça concerne tout le monde, même les hommes qui veulent prendre soin de leur famille, s'il vous plaît, mesdames, évitez de consommer de l'alcool si vous êtes enceinte. C'est très très important. Et la dernière chose que l'on va aborder, qui est très intéressante également, c'est le ratio testostérone-œstrogène induite par l'alcool. Le métabolisme toxique de l'alcool augmente la conversion de testostérone en œstrogène. Je rappelle que c'est 2 hormones qui sont présentes chez les hommes et chez les femmes. Dans une revue publiée en 2000, nommée Alcool, je mets le lien directement dans la description, le journal traite la question suivante: l'alcool peut-il favoriser l'aromatisation des androgènes en œstrogènes? L'aromatisation, c'est simplement le processus de conversion de testostérone et d'autres androgènes en œstrogènes. Donc chez les femmes, ça peut expliquer pourquoi l'alcool provoque certains types de cancers liés à l'œstrogène. Donc trop d'œstrogène ou pas assez d'œstrogène, les deux peuvent provoquer des diseases, des maladies. Pour les hommes, cela accélère de manière anormale la conversion de la testostérone à l'œstrogène, ce qui provoque parfois la gynécomastie, c'est-à-dire une poussée de la zone mammaire. Pardon pour le terme qui n'est sûrement pas scientifique, j'espère que vous avez compris. Et ça provoque aussi d'autres effets, mais de manière générale, un ratio anormal testostérone-œstrogène. Cela peut inclure une diminution de la libido, augmenter le stockage de graisse et d'autres effets négatifs. On a abordé beaucoup de sujets dans cette vidéo, la plupart sont négatifs. Je ne suis pas là pour vous dire quoi faire ou ne pas faire, mais je trouve ça super intéressant de savoir en détail comment l'alcool impacte notre santé. Ma compréhension d'études à ce sujet est que l'abstinence zéro, l'abstinence totale est la meilleure chose à faire pour notre sujet, pour répondre à la question de l'introduction. L'abstinence totale sera la meilleure des choses, ça sera mieux qu'une consommation faible à modérée
Et bien sûr, une consommation faible à modérée sera toujours mieux qu'une consommation forte ou excessive d'alcool. Pour 80% des gens, je pense que la consommation faible à modérée d'alcool vous concerne. Et j'espère que les aspects négatifs qu'on a vus, qui sont d'ailleurs très bien documentés et appuyés par des études, donc l'impact sur le microbiome intestinal, l'impact sur le stress, j'espère que tout cela va vous aider à renforcer votre envie de réduire ou même voire d'arrêter l'alcool complètement. Si vous avez appris des choses ou si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Si vous souhaiteriez écouter des podcasts sur des sujets similaires, il y en aura d'autres. N'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications pour être au courant lorsque je sors une nouvelle vidéo. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était Charles. Prenez soin de vous. À très bientôt.